Merci pour cette introduction. Merci aussi à Clément Sanchez de me permettre de parler aujourd'hui. Donc effectivement, je vais vous présenter des exemples d'utilisation d'acides nucléiques, de la chimie des acides nucléiques pour des applications en nanomédecine. Donc c'est parfaitement, j'allais dire, adapté aux interfaces matériaux, biologie, médecine. Donc je suis professeur à l'Université de Bordeaux et notre laboratoire est labellisé INSERM et CNRS. Donc nous allons voir aujourd'hui, dans cette présentation de ce matin, après une introduction assez générale sur ces molécules, comment on peut utiliser les nucléolipides, donc qui sont des molécules hybrides lipides nucléosides, nucléotides, comme cela vient d'être dit. Nous allons également regarder ce qui peut être fait autour des oligonucléotides. J'ai rajouté cette partie-là suite à la présentation sur les hydrogels, où l'on pourra voir qu'on peut utiliser des composés glycosylés nucléolipidiques pour la médecine régénérative. Et puis on terminera avec un exemple de décontamination des nanoparticules. Donc on a eu une question tout à l'heure, une personne qui vient de sortir, sur les échelles et les effets d'auto-assemblage. Effectivement, on retrouve ces auto-organisations, ces phénomènes-là un petit peu de partout, à toutes les échelles. Et effectivement, même les animaux s'auto-assemblent pour former des groupes. Ici, on a l'exemple d'oiseaux ou de poissons. Et ces groupes-là, bien entendu, ont des propriétés, je dirais, augmentées par rapport aux individus seuls. On retrouve également ce type d'auto-assemblage, ici un exemple de microparticules contenant des nanoparticules de fer, prises donc par Rally Doumzil au laboratoire, et on le retrouve également ce type de schéma ou de structure sur des peintures ou dans le domaine de l'art. Pardon. Alors si on regarde au niveau des acides nucléiques et ces molécules bio-inspirées, on voit que depuis toujours, en fait, la nature utilise ses propriétés d'auto-assemblage autour des acides nucléiques pour fabriquer ex vivo ou in cellulo des structures de type ribosyme, des jonctions branchées. Et donc on voit sur cet arbre phylogénétique que effectivement, après intervention de l'homme, eh bien, on peut construire de nouveaux objets qui peuvent être des structures sphériques ou alors des origamis. Donc je vous invite à lire cet article excellent paru dans Science l'année dernière sur ces constructions. Alors nous sommes particulièrement intéressés sur cette branche-là, c'est-à-dire la construction, l'utilisation d'entités acides nucléiques pour la construction d'objets sphériques principalement. Alors si je regarde en parallèle cet aspect de nanomédecine, donc sans aller non plus là dans les détails, on voit que plusieurs technologies, plusieurs systèmes peuvent être utilisés. On retrouve les systèmes lipidiques, les polymères bien entendu, les systèmes inorganiques, les particules magnétiques, etc. Et chacun de ces domaines en fait présente ses propres avantages et ses propres inconvénients. Et nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'essayer de combiner en fait deux familles de systèmes, comme par exemple les acides, enfin les parties lipidiques et les biomolécules de type acide nucléique, voire même des acides aminés ou alors des sucres, comme on verra tout à l'heure. Donc on va combiner et tirer profit en fait des propriétés d'auto-assemblage des lipides et des propriétés des acides nucléiques de manière à avoir des systèmes nouveaux. Donc nous sommes intéressés à la construction de ces molécules hybrides nucléolipidiques qui présentent en fait des propriétés de biocompatibilité. Elles ne sont pas toxiques, elles peuvent se dégrader facilement et possèdent des propriétés physico-chimiques tout à fait intéressantes pour les applications biomédicales, comme on va le voir. Deux familles de composés sont actuellement à l'étude au laboratoire. Une première famille dérivée de nucléosides ou de nucléotides. Vous avez ici un panel en fait, de structures moléculaires qui ont été synthétisées et étudiées, où l'on retrouve des structures chargées négativement ou positivement. On peut également, on va revenir là-dessus, changer l'insertion des chaînes lipidiques sur la structure ribose de différentes manières, soit au travers de fonctions ester, de fonctions cétales ou d'autres fonctions que l'on va voir tout à l'heure. Et cette fonctionnalité va être extrêmement importante du point de vue des propriétés supramoléculaires. On peut jouer sur la nature de la base, insérer un troisième composant comme des sucres ou des aminoacides, etc. La deuxième famille est constituée de
d'oligonucléotides modifiés présentant des entités lipidiques. Ici, on voit un exemple de fonctionnalisation d'un oligonucléotide avec une copule lipidique en position 5' de l'oligonucléotide. Alors, si je regarde du point de vue fondamental, l'association ou la combinaison des acides nucléiques ou d'un nucléoside avec des parties lipidiques, une des questions principales que l'on se pose initialement, c'est de savoir l'impact de la structure moléculaire en fait, sur les propriétés supramoléculaires des lipides. Donc si je regarde en fait ce qui peut être obtenu avec un exemple ici d'une structure de type phosphocholine, on peut faire varier la nature, la longueur des chaînes, la nature de la base ici, eh bien on va obtenir une grande diversité d'objets supramoléculaires, incluant en fait des nanofibres, des vésicules, des gels, des rubans, des microsphères, etc. Et donc tout ça, on va pouvoir travailler avec ces objets pour les utiliser pour des applications. Un exemple assez intéressant en termes de système thermoresponsif est les structures hydrogènes. Vous savez que les lipides ont une température de transition de phase et dans le cas de nos nucléolipides, eh bien, on a un changement en fait, de structuration supramoléculaire en fonction que l'on se trouve au-dessous de la température de fusion ou au-dessus de la température de fusion. Au-dessous de la température de fusion, ces structures phosphocholines vont former ce type de structures hélicoïdales qui ressemblent un petit peu aux ADN, d'où les listes d'ADN, et qui n'ont pas du tout la même organisation. Et si je chauffe un petit peu cet échantillon qui forme un gel aux échelles macroscopiques, eh bien j'obtiens des vésicules donc qui peuvent être utilisées pour la délivrance de principes actifs. Alors plus récemment, on s'est aperçu également que le simple fait de changer le contrion, comme ça a été évoqué dans la présentation de Franck, va avoir un impact énorme du point de vue de la structuration ou de l'assemblage de ces nucléolipides. On a découvert fortuitement d'ailleurs que ces structures-là, c'est-à-dire nucléotides lipides ici, en fonction du contrion et de sa taille, eh bien, ont formé soit des vésicules, soit des fibres. Ici, c'est un exemple avec 3 contrions où l'on a formé des gels qui ont des propriétés thixotropes et qui vont avoir une dépendance des modules viscoélastiques en fonction de la concentration en sel. Et on a remarqué en fait qu'il y avait une stoichiométrie dans le système. Alors maintenant, si je joue un petit peu plus au niveau de la structure moléculaire et que j'insère cette partie cétale ici qui va être de nature à bloquer ou restreindre la conformation du ribose, eh bien je peux obtenir des propriétés tout à fait intéressantes du point de vue des interactions et notamment des interactions spécifiques. Évidemment, la première chose à laquelle on pense lorsqu'on met un nucléoside ou un nucléotide sur une structure lipidique, c'est est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on garde les propriétés de reconnaissance que l'on observe avec les oligonucléotides. Eh bien, le fait d'avoir ce cétal permet de restreindre donc, cette conformation et autorise en fait des interactions spécifiques entre ici U et A. Donc on peut construire des systèmes, de nouveaux systèmes via ces interactions spécifiques. Je n'irai pas dans le détail à ce niveau-là. Plus récemment, on a inséré non pas une partie cétale, mais une chimie qui est très connue dans les oligonucléotides, qui est en fait une conformation bloquée dans la conformation NOR ici, avec la chimie des LNA. Et on a regardé en fait l'interaction de ces molécules en présence de complémentaires d'oligonucléotides. Eh bien, on a découvert en fait que cette conformation restreinte, dans le cas ici d'un poly-U, donc qui est un polynucléotide qui va être complémentaire de notre nucléotide lipide A, eh bien, on formait des complexes qui avaient des KD très petits, de l'ordre de quelques dizaines de nanomolaires. Donc, assez intéressant puisque on a quelque chose qui est une petite molécule auto-assemblée qui interagit avec un oligonucléotide et qui démontre en fait que l'on peut avoir un effet coopératif assez important. On peut bien entendu sur ces structures moléculaires ajouter un troisième larron, un troisième composant qui peut être un sucre. Alors, je n'irai pas dans le détail des molécules synthétisées, mais on voit ici un large bestiaire de structures moléculaires. Si je prends une de ces structures, un dérivé oléyl avec une monochaîne, il est capable de s'auto-organiser sous forme de nanotubes ici, qui présentent en surface les sucres.
et qui vont avoir des propriétés tout à fait intéressantes. Si je change la structure moléculaire, je peux obtenir d'autres structures, comme on voit ici en hélice. Si je prends par exemple un disaccharide, ici le lactose, qui donc se comporte différemment en chaîne identique par rapport à un glucose. Plus récemment, on a découvert en fait que certaines structures Bola-amphiphiles pouvaient former des tubes ici qui s'enroulent pour former ce type de structure de manière spontanée, et l'obtention de ces objets est tributaire et contrôlée par la structure moléculaire de nos molécules. Alors peut-on utiliser ces structures supramoléculaires pour des applications biomédicales? La réponse, bien entendu, elle est positive. Et si l'on regarde attentivement ce premier nucléotide lipide, on voit que si je le dégrade, je vais obtenir des entités qui sont totalement naturelles. On a déterminé en fait les doses qui étaient utilisables in vivo, et pas de toxicité n'a été observée. Donc je vais vous présenter quelques exemples à partir de petites molécules thérapeutiques, des acides nucléiques tels que des siRN ou des antisens, et puis on terminera peut-être avec des nanoparticules. Rapidement, si je prends ces nucléotides lipides ou ces nucléosides lipides, grâce à une formulation maîtrisée, on peut former et stabiliser des nanoparticules contenant du cisplatine, qui est une drogue utilisée pour les chimiothérapies. Donc on voit que la principale caractéristique de cette nanoparticule, c'est le fort taux de chargement qui peut être une limite, comme vous le savez, au système de drug delivery. Si vous prenez un lipide naturel, vous ne pouvez pas stabiliser ce type de structure. On a regardé in vitro les activités sur différentes lignées cellulaires de cancer ovarien ici, et on a pu remarquer que dans tous les cas, nos nanoparticules, ici en rouge, étaient bien plus actives, ici on a les IC50, que le cisplatine à l'état libre, et c'est notamment plus marqué pour des lignées qui sont résistantes au cisplatine. Alors on a des hypothèses quant à l'augmentation de ces activités, notamment la délivrance d'une quantité énorme de cisplatine à l'intérieur des cellules tumorales. On a validé in vivo l'intérêt de ces nanoparticules. Deux choses: on garde une efficacité du cisplatine, on augmente même cette efficacité cisplatine in vivo, mais également on diminue la toxicité, donc augmentation de l'index thérapeutique, chose que l'on recherche pour des applications biomédicales. Récemment, on a pu démontrer que l'on pouvait péguiler ces systèmes-là, introduire une copule permettant un ciblage des cellules tumorales, ce qui permet en fait d'améliorer l'internalisation dans les cellules, et également de favoriser le ciblage des tumeurs in vivo et augmentation de la concentration de cisplatine dans les parties tumorales, chose que l'on recherche bien entendu. De manière intéressante, on peut fabriquer des objets théranostiques ici avec un marquage au technétium. Alors les experts auront noté qu'on n'utilise pas d'agent de chélation ici pour pouvoir marquer nos nanoparticules. Les nucléolipides font le job puisqu'on chélate ce technétium. Une autre application avec des petits acides nucléiques, vous savez que la délivrance de ces siRN ou ces oligonucléotides antisens peut être d'un intérêt particulier pour des applications thérapeutiques. Ici, on s'est intéressé avec Palmaroki au cancer de la prostate, notamment le cancer de la prostate résistant, et on a fabriqué des nanoparticules à partir de, vous vous rappelez, de ce nucléolipide qui présente une fonction cétale. Parce qu'on a cette fonction cétale, on favorise en fait l'interaction avec les acides nucléiques, on forme un complexe et les nanoparticules se forment spontanément. On a démontré avec du siRN une activité à très faible concentration et avec un antisens qui est actuellement utilisé chez l'homme sur le cancer de la prostate, le GX427, que nos systèmes étaient hautement efficaces. On peut également introduire une fonctionnalité dans ces systèmes avec notamment la possibilité d'induire un relargage du principe actif en utilisant différents types de stimuli. Alors je ne reprendrai pas tous les stimuli qui ont été investigués au sein du laboratoire. Je vais juste vous montrer un exemple récent à partir du pH qui peut permettre de favoriser le relargage en fait, des acides nucléiques. On s'est intéressé à une application dans le cancer du sein et un marqueur qui est surexprimé, qui est une hélicase RECQL4, qui est de très mauvais pronostic dans le cancer du sein luminal B, et donc qui est une cible thérapeutique très intéressante.
un travail qui a été fait avec l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Alors le concept, il est le suivant. Ici, on a notre nucléolipide et on voit que l'on a introduit une fonction orthoester à ce niveau-là. Et l'idée, c'est que cette fonction orthoester va être clivée en pH acide, au pH endosomal, de manière à pouvoir relarguer le nucléoside dans la phase aqueuse. Et vous aurez noté un alcool gras qui va changer en fait la courbure des membranes et induire le relargage du partenaire thérapeutique, ici un SI-ARN. Alors on a fait toutes sortes d'études physico-chimiques, je n'irai pas dans les détails, on a démontré par RMN qu'effectivement on pouvait maîtriser en rouge ici les pH acides en prenant soin d'avoir la bonne entité cationique ici et la stabilité à pH neutre. Donc on a validé le fait que ces stabilités chimiques étaient également reliées aux stabilités colloïdales et on a utilisé nos systèmes pour la délivrance de SI-ARN visant cette REC-QL4 et alors ce sont des lignées qui sont assez difficiles à transfecter et seul cet orthoester a été capable en fait de diminuer l'expression de REC-QL4. Récemment, on a fabriqué des grappes de nanoparticules, ici, j'en parlais tout à l'heure, où l'on encapsule à l'aide de nos nucléolipides, ici, des particules de fer qui sont hydrophobes, donc au sein d'une assemblée qui fait une centaine entre 80 et 100 nanomètres, et donc on peut choisir, moduler la surface de ces objets, on peut même avoir une pégylation, et avoir des objets théranostiques, puisque on peut introduire un principe actif. Ici, on s'est particulièrement intéressé à une prostaglandine PGI2 qui peut être intéressée dans le cas d'application de l'athérosclérose. Donc on a pu démontrer que ces grappes de nanoparticules pouvaient être intéressantes en termes d'IRM puisqu'on augmente les propriétés magnétiques et également une inhibition de l'agrégation plaquettaire grâce à la PGI2 qui est cette prostaglandine introduite au sein de la nanoparticule. Deuxième type de molécules intéressantes dont je voulais vous parler ce matin, ce sont ces molécules d'oligonucléotides modifiés. Donc on maîtrise en fait ces modifications lipidiques. Ici vous avez un exemple de structure avec une partie double chaîne sur la partie 5' de l'oligonucléotide. Et on a regardé en fait les propriétés d'auto-assemblage, ici encore, de ces structures oligonucléotidiques. On a découvert que ces structures-là forment des structures micellaires de 10 à 20 nanomètres de diamètre. On a pu également relever des concentrations d'agrégation critiques sur ces molécules. Alors l'idée, c'est un petit peu comme pour le lanréotine, c'est d'avoir des systèmes capables de s'auto-vectoriser, de s'auto-assembler et de permettre leur auto-vectorisation. Vous savez que les oligonucléotides eux-mêmes, non lipidiques, vont avoir des difficultés pour pouvoir être internalisés dans les cellules. Donc l'idée ici, c'est de, grâce à cette partie lipidique, permettre la formation de systèmes micellaires qui, eux, peuvent être internalisés dans les cellules. Donc on va adresser des problématiques bien connues dans le monde des acides nucléiques, comme la stabilité, la biodisponibilité et la délivrance de ces molécules. Alors, de manière intéressante, et pour les applications pharmaceutiques, bien entendu, ces lipides antisens peuvent être vus comme des New Chemical Entities, ce qui augure chose positive pour le développement pharmaceutique, chose qui est plus intéressante en termes de facilité en fait, réglementaire. Alors, pour valider en fait, notre approche du point de vue thérapeutique, avec Palmarocchi à Marseille, nous avons travaillé sur, je n'irai pas trop dans le détail, mais sur des antisens avec une chimie particulière, au phosphorothioate, et on a démontré que seuls ces lipides antisens étaient capables d'aller inhiber, ici une cible dans le cancer de la prostate qui est la TCTP, qui est surexprimée dans les cancers de la prostate résistants, et donc seule cette molécule est capable d'aller inhiber l'expression de cette TCTP sans utiliser bien sûr d'agents de transfection, donc ce qui est particulièrement remarquable. Nous avons maintenant des activités in vivo qui corroborent ces activités in vitro. On peut également insérer ces lipides oligonucléotides dans des structures nanométriques. Ici, vous avez un exemple, je n'irai pas dans le détail, sur
des quantum dots qui sont utilisés pour de l'imagerie, et on peut également véhiculer des antisens ici dans ces systèmes-là. Alors, on peut également aller plus loin et envisager, à côté de cet auto-assemblage et cette auto-délivrance d'oligonucléotides thérapeutiques, les utiliser comme également véhicule. Vous savez que une des grosses problématiques, c'est la chimiorésistance, et ces approches antisens peuvent permettre en fait d'aller restaurer cette sensibilité aux chimiothérapies. Donc l'idée, c'est la suivante, c'est d'aller avoir une séquence antisens permettant de restaurer cette chimiosensibilité et d'insérer dans le cœur lipidique hydrophobe une entité hydrophobe comme un taxane qui est utilisé en chimiothérapie, et en présence du brin complémentaire induire en fait le relargage spécifique à la fois de l'antisens et restaurer la chimiosensibilité. Alors, on a validé ça in vitro, on travaille actuellement sur des modèles vivo, et on a démontré en fait que ce relargage en fait en présence du complémentaire était dû à une diminution du corps hydrophobe de la structure mycéliaire. Troisième partie de cette présentation, rapidement, sur les dérivés glycosylés. Donc, il a été présenté tout à l'heure des applications en médecine régénérative avec les hydrogels hybrides. Et donc, je n'irai pas dans le détail. Il est très important de comprendre en médecine régénérative que la partie scaffold ou le matériau joue un rôle important dans le devenir des cellules. Donc la plupart des systèmes actuels s'intéressent à des structures polymériques, et il nous a semblé opportun d'utiliser des petites molécules type glyconucléolipidiques pour pouvoir adresser ces problématiques de biocompatibilité, de dégradabilité. Donc on a construit en utilisant des glyconucléofluorocarbonés, ici c'est un premier exemple, injecté des gels donc, qui présentent des propriétés thixotropes, dans des animaux. Ici, vous voyez qu'on a injecté dans le flanc de cette souris ce gel qui va être stable pendant plusieurs mois, ici 2 mois, et on a injecté ensuite ce gel comprenant en fait, des clusters de cellules souches mésenchymateuses, et on a démontré en fait, que seul lorsque l'on a ce système combiné, lorsque les cellules souches sont protégées par le gel, eh bien, on a une poussée de ces cellules souches, alors que si on injecte seulement les cellules souches, elles ne peuvent pas survivre dans ces conditions-là. Plus récemment, en modulant la structure moléculaire de nos glyconucléolipidiques, eh bien, on a pu valider le fait qu'on peut jouer bien entendu sur les propriétés macroscopiques et mécaniques de l'hydrogel, ce qui va avoir un impact sur le devenir en fait, des cellules souches. Et donc on a pu démontrer qu'on avait une adhésion et une prolifération non plus sous forme de cluster de nos cellules souches, mais sous forme de cellules isolées, comme cela est montré ici. Donc on a pu valider les propriétés thixotropes et l'injectabilité de nos gels. Ici, vous voyez une expérience réalisée où on prélève tout d'abord la solution qui va devenir un hydrogel. Le gel va se former à l'intérieur de la seringue, puis sous action mécanique, on va bien entendu détruire le gel, fluidifier, et il se reforme quasiment spontanément ici dans le tube. Donc formation du gel, ici on le voit. Donc on a validé cette idée-là in vivo, où l'on injecte dans l'animal, je n'irai pas jusqu'au bout du film, quand on s'approche de midi, et du coup ça pourrait peut-être être dommageable à notre appétit. Donc on peut régénérer le gel in vivo dans l'animal. La dernière partie sur laquelle je voulais intervenir ce matin, c'est la décontamination des nanoparticules. C'est une problématique. Alors on fabrique des nanoparticules, tous ici on a différents systèmes, différents objets. Malheureusement, cela peut devenir une problématique importante. On a démontré, on n'est pas les seuls, bien entendu, qu'on retrouve des effets délétères sur le vivant de ces nanoparticules. D'où l'idée d'essayer d'adresser cette problématique en utilisant nos matériaux ou des systèmes naturels, dont je vais vous montrer à l'instant l'utilité. Donc le concept, il est ici, c'est
à partir de solutions contaminées de nanoparticules, utiliser un gel ou une structure gélatrice qui va venir capter ces nanoparticules et les soustraire en fait à la solution contaminée. Donc on a validé ça avec nos gels artificiels, glyconucléolipides, qui permettent de décontaminer à 100% en fait les solutions contaminées grâce à des interactions qui sont des interactions faibles, non électrostatiques. C'est là l'intérêt, puisqu'on peut décontaminer toutes sortes de nanoparticules, quelle que soit leur charge. Et puis on s'est tourné vers le vivant, hein, comme vous disiez tout à l'heure. C'est là une source d'inspiration importante, comme le disait Léonard de Vinci. Et on a regardé au niveau des méduses. Et les méduses qui fabriquent en fait des mucus qui sont intéressants. Et on a découvert que ces mucus qui ont des propriétés gélatrices étaient capables eux aussi de soustraire en fait les nanoparticules d'une solution contaminée, comme on peut le voir ici. Alors on a tourné un petit film qui montre comment on fait pour pouvoir spontanément, vous allez voir que le processus est très très simple. Ici on a Fabien Lombard qui est un expert des méduses qui travaille au laboratoire de Villefranche-sur-Mer, à côté de Nice, qui, après avoir pêché cette méduse, va stimuler, stresser cette méduse qui va produire un mucus. Et c'est ce mucus qu'on va utiliser. Alors, il prépare une suspension colloïdale de nanoparticules d'or, ici, que l'on reconnaît par cette couleur un petit peu rouge, rose. Il récolte ce mucus qu'il va ensuite mélanger aux solutions contaminées de nanoparticules. Donc on voit en fait ce matériau qui est assez gel, je dirais. Et vous allez voir que par simple agitation, eh bien, on arrive à soustraire complètement les nanoparticules du milieu. Alors si vous essayez de filtrer ces nanoparticules d'or, il est impossible de les filtrer. Donc ce qui est assez élégant, c'est que des animaux aussi vieux que les méduses aient en leur sein leur propre technologie pour pouvoir aller adresser des problématiques très actuelles. Vous voyez qu'ici, tout est coagulé, hein, et donc on décontamine à 100% cette solution. Donc, en termes de conclusion, s'il y avait un message à retenir, j'espère que je vous ai convaincu de l'utilité de l'utilisation de ces nucléolipides pour des applications biomédicales. Ces lipides oligonucléotides sont également extrêmement intéressants. On a monté une plateforme nationale grâce à un financement d'Inserm Transfer qui adresse différentes cibles. J'en ai présenté 2 aujourd'hui, mais on en a des dizaines. Je tiens à remercier les différents laboratoires avec qui on collabore, notamment Palmar Rocky, Mark Greenstaff aux États-Unis, Anil Mishra en Inde, les laboratoires sur Bordeaux pour tout ce qui est médecine régénérative avec Olivier Chassande, Joël Amédée, Alain Thierry sur les parties décontamination et Fabien Lombard. Je remercie également les différents sponsors. Inanov également, qui est une start-up née au laboratoire en 2014. Et je vous remercie, vous, pour votre attention.